Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Multiplier les stratégies pour se créer des compléments de revenus avec Mélanie de Cashflow Attitude. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie. Alors figurez-vous, j'ai ce rendez-vous d'enregistrement de longue date, mais je n'arrive pas à me rappeler d'où j'ai appris à la connaître. Donc je ne sais plus, mais c'est merveilleux parce qu'elle m'a l'air bien sympathique et je vais découvrir avec vous en live son parcours d'investisseuse immobilier et d'autres choses aussi de ce que j'ai cru comprendre. Salut Mélanie, comment ça va? Ça va super bien et toi? Bah, je suis ravie. En plus, toi, tu enregistres depuis Montréal, donc tu es loin d'ici. Donc, la tradition sur le podcast, c'est que tu démarres depuis l'enfance et tu vas m'expliquer un petit peu d'où tu viens, la famille que tu avais et surtout, qu'est-ce que tu as eu comme croyance au départ au sujet de l'investissement. Voilà, juste pour que les gens ils s'identifient à toi et qu'ils comprennent ton point de départ dans la vie. Ok, alors moi aujourd'hui j'ai 30 ans. Si je reviens un petit peu sur mon enfance, j'ai une enfance franchement vraiment super. Mes parents sont de la classe moyenne. Mon père travaillait chez Total Energy. Maintenant il est à la retraite. Mais en fait, tu sais, si on parle du sujet de l'argent plus et de l'investissement, bah en fait mes parents ils ont toujours bien gagné leur vie. Ils ont toujours beaucoup épargné, mais ils n'ont pas beaucoup investi. Mis à part que mon père, tu sais, il a comme investi au fur et à mesure sur des actions totales parce qu'il faisait des plans d'entreprise. Bah, l'investissement, que ce soit l'investissement immobilier, ils ont un appartement qui est collé à leur maison, mais c'est tout. Donc en fait, c'était vraiment plus sur la partie épargne, c'est assurance vie. Donc il n'y avait pas vraiment d'éducation par rapport à l'investissement. C'était plus vraiment. Par contre, j'ai vraiment eu une bonne éducation financière, c'est-à-dire que mes parents, ils dépensent pas tout pour n'importe quoi. Donc ça, je l'ai comme conservé, tu sais, gestion de budget et tout ça. Et par contre, voilà, je pense qu'il y a des opportunités qu'ils auraient pu saisir et qui saisissent avec moi maintenant, parce que moi j'investis grâce à eux. Et ils auraient, je pense, pu se dire, genre, bah, on aurait peut-être pu passer le cap de l'investissement un petit peu plus tôt. Mais voilà, donc éducation financière super bonne. Par contre, le pas de l'investissement, c'était un, ils voulaient pas s'embêter, que ce soit avec tu sais, des locataires et tout ça. Et deux, ils avaient peut-être un peu peur d'investir sur les marchés financiers ou sur d'autres types d'investissements. Donc, ouais, non, j'ai eu une super enfance, franchement. Et puis, franchement, j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont épargné pour moi. Donc, je suis partie avec un bagage vraiment de, tu sais, à 6 chiffres, là, quand j'avais 18 ans. Même encore aujourd'hui, ils me versent de l'argent, tu sais, je suis tout à fait transparente là-dessus. J'ai mes parents qui ont pas mal d'épargne, qui savent qu'ils vont payer beaucoup de successions avec la France. Et donc, ils m'envoient de l'argent quand même régulièrement, que ce soit à mon fils ou à mon frère. Donc, moi, j'ai un frère qui est un peu plus grand que moi, qui a 3 ans et qui a une fille. Moi, j'ai un fils. Et donc, vraiment, ça me permet, moi, ce bagage-là m'a permis, en fait, de commencer aussi à investir, quoi. D'avoir cette base pour investir. Parce que si je commençais avec rien, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais... Donc, voilà, non, super enfance. Ah, c'est génial. En fait, c'est intéressant parce que tu as deux chances en même temps. C'est avoir des parents épargnants. Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui ont des parents épargnants. Enfin, c'est, je sais pas, dans la moyenne des gens que j'interviewe, c'est plus 2 sur 3 qui ont des parents épargnants. Enfin, je fais ma petite statistique de psychologie des investisseurs. Mais par contre, les parents qui ont l'intelligence de préparer leur succession en faisant des donations, ça, c'est pas le cas de tout le monde parce qu'il y a des parents qui ont la peur de manquer pour leurs vieux jours. Du coup, ils gardent tout et ils donnent pas au moment où ce serait le plus opportun en fait de donner pour l'enfant. Donc ça c'est chouette qu'ils aient Ouais. cette conscience-là, quoi. Et tu vois, c'est drôle parce que cette éducation qu'ils m'ont donnée, moi, je le fais aussi avec mon fils, là, qui a 9 mois. Bah, mon fils, moi, j'investis 300 euros. Bon, moi, j'ai pas peur d'investir sur les marchés financiers. Tu sais, j'utilise des ETF. Je lui ai ouvert, en fait, un compte à son nom. On a la possibilité de le faire au Canada, ce qu'on peut pas faire en France, là. Mais... Et donc, je le fais d'ores et déjà, en fait. Donc, j'investis 300 euros pour lui, puis on verra si la théorie des intérêts composés fonctionne à ses 18 ans. Je Ah, suis c'est sûre que oui, génial! mais ouais, donc c'est plutôt un bon bagage chez de débarre. Manquait juste vraiment cette partie investissement, je pense, ils avaient peur de prendre des risques. Après, voilà, il y a des risques qu'on peut limiter, mais
Et mon père, aujourd'hui, comme je t'ai dit, il a investi sur Total. Et donc aujourd'hui, il est capable de sortir même, tu sais, un SMIC net avec ses dividendes s'il voudrait. Bon, il n'en a pas besoin parce qu'il est à la retraite. Donc voilà, investissement de manière assez, tu vois, dérisquée, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est bien, mais franchement, c'est déjà bien. Tu sais, rien que de prendre des actions de son entreprise, tout le monde le fait peut-être pas Ouais, forcément. exact. Enfin, tu vois, c'est quand même smart move, enfin, par rapport à l'époque, peut-être, tu vois. Ok, trop bien. Donc, tu pars de là. En termes d'études, ça se passe bien pour toi? T'es plutôt quel genre d'enfant Bien, ouais, alors, ouais, non, moi, franchement, mon frère, une catastrophe à l'école, donc moi, je suis à deuxième, tu vois, j'ai quand même plutôt des bonnes notes et tout. J'ai des bonnes notes à l'école, au lycée, je m'en vais sur un bac S. Et en fait, vers l'âge de 10, je sais plus, c'était comme 10 ou 12 ans, j'ai toujours rêvé de travailler dans l'aéronautique. Voilà. Moi, mon truc, c'était genre construire des avions. Alors, pas forcément les piloter parce que je sais que je voulais avoir une vie de famille, tu vois, et que puis les pilotes sont comme jamais là. Mais c'était vraiment pouvoir, en fait, comprendre cette grosse machine, en fait. Donc, vraiment pouvoir construire et comprendre comment ce truc énorme, il puisse voler. Surtout, genre, tu sais, je voyais quand j'avais 10 ans l'Airbus A380, c'est comme un monstre là. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais me tourner vers un bac scientifique et aller vers un diplôme d'ingénieur en aéronautique, ce que j'ai fait. Et à la fin de mes études, bah, j'ai travaillé pour la 380. Donc, si tu veux, j'ai commencé un peu à réaliser mon rêve et puis à commencer à comprendre comment fonctionne et construire, entre guillemets, des avions, quoi. Donc, t'as fait une école d'aéronautique. Exactement. T'as fait laquelle? Il y en a quelques-unes en J'ai France. fait l'ESTACA. Ok, ça, je la connais pas, tu vois. Ouais, c'est une école privée, elle est basée à Paris et à Laval, à côté de Rennes. Ok. Moi, j'étais à Laval parce que les loyers étaient quand même beaucoup moins chers. Et non, c'était une super expérience aussi avec des gens passionnés. En fait, c'est vraiment une école de passionnés qui est sur tous les domaines du transport, que ce soit l'automobile, le ferroviaire, le spatial et l'aéronautique. Et moi, je me suis spécialisée dans l'aéronautique. Trop bien. Donc en fait, tu te lances dans ta carrière vers ta passion et à ce moment-là, les finances, c'est pas encore quelque chose qui te parle ou qui t'intéresse plus que ça à ce moment-là. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, mon conjoint, il est de la même école que moi. Donc lui, il travaille également, il trouve un poste chez Airbus à Toulouse. Donc on est à Toulouse. Donc on commence à travailler, on est à Toulouse. On met vraiment de l'argent de côté parce que tu sais, notre loyer est quand même pas très haut. On a quand même des bons salaires. On a quand même bien réussi à négocier pour des entrées, tu sais, des entrées de carrière pour des ingénieurs. On était quasiment au-dessus de tous nos collègues parce que on avait la possibilité de travailler pour un employeur qui, tu sais, c'était pas forcément de la prestation de service, donc ça, c'était plutôt cool. Donc on mettait vachement de côté, on voyageait, moins qu'aujourd'hui, mais on voyageait quand même. Et tu sais, en Europe, c'est pas très cher de voyager, au final, tout est prêt. Donc on met vachement de côté, et là, mon conjoint, c'est drôle, parce lui, ça a toujours été un entrepreneur dans l'âme, parce qu'on avait un ami qui était avec nous à l'école, qui lui, il a dit, moi, jamais de la vie, je travaillerai pour une entreprise, et qui s'est lancé dans le dropshipping. Et donc, mon conjoint, si tu veux, il s'est lancé là-dedans. Bon, ça n'a pas marché au départ. Là, aujourd'hui, j'ai mon ami qui vit de ça, clairement, qui, après 4 ou 5 shops, a réussi en fait à percer là-dedans. Et donc, mon copain, si tu veux, lui, il a toujours eu cette âme entrepreneur et il me dit, mais moi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier et tout. Et moi, à l'époque, en fait, j'avais la même mentalité que mes parents en disant, oh non, mais j'ai pas envie de m'embêter avec des locataires, c'est trop risqué, j'y comprends rien, j'ai trop peur de me faire avoir par les agents immobiliers, etc. Tu sais, c'est comme des préjugés et des pensées qu'on a, que beaucoup ont, Ouais. avant de franchir vraiment le cap. Tu sais, c'est comme, mais vraiment, là, les pensées aujourd'hui, je regrette d'avoir pas investi à ce moment-là. Et en fait, je travaillais, mais je m'éclatais pas trop dans ce que je faisais parce que je voulais vraiment, c'est comme travailler dans l'opérationnel et travailler vraiment, c'est comme je disais, construire des avions, comprendre comment ça marche, donc vraiment être proche de l'opérationnel. Et je faisais pas vraiment trop ça, tu sais, j'étais comme chef de projet, je m'ennuyais un peu. Et mon conjoint, qui a toujours été très moteur, entrepreneur, il a dit, moi, je veux qu'on parte de Toulouse. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler. Et je veux vraiment qu'on aille au Nord-Amérique. Moi, je veux aller aux États-Unis. Moi, je parlais pas un mot d'anglais. Pas du tout. J'ai dit, ah non, 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 si on part au Nord-Amérique, on s'en va plutôt au Québec. Et donc, avec les contacts qu'on a eus et les quelques. On s'est dit, bah, le premier qui est mort, que ce soit aux États-Unis, au Québec, en Ontario, n'importe où, on y va. Et en fait, en 6 mois, j'ai trouvé un poste ici, à Montréal, au Québec. Puis on a décidé de partir. Voilà. Donc, je suis partie en 2018 et je suis encore à Montréal aujourd'hui. Ok. Et donc, pour finir la boucle, en 2018, je suis allée aux opérations. Franchement, je m'éclatais, c'était vraiment super. En fait, pour donner un détail, tu sais,
je travaillais sur la planification des essais en vol et au sol. Donc là, construire des avions et comprendre comment fonctionnent les avions, bah, c'était parfait. Vraiment parfait. Là, je connaissais vraiment tous les systèmes de l'avion et je les connais encore aujourd'hui grâce à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que au Canada, première semaine de mars, je crois, vous avez eu le Covid qui a tapé genre 3 ou 4 semaines avant. Et première semaine de mars, Airbus a décidé du jour au lendemain de fermer la chaîne d'assemblage. Donc en fait, le lundi, on apprend que l'Europe ferme. Le mercredi, on est tous à la maison. Moi, j'étais à l'opérationnel et je me suis retrouvée en fait pendant 6 mois à la maison avec juste une petite aide de l'État qui est pas la même qu'en France. Là, on est d'accord. Donc je me suis retrouvée avec 50% de mon salaire, qui est déjà mieux que rien. Mais pendant 6 mois, en fait, je me suis retrouvée vraiment. En fait, j'avais plus de travail. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais merde, dépendre que d'une seule source de revenus, qui est ton travail, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est ce qui s'est passé en 72 heures, boum, c'est fini. Je me suis retrouvée à la maison. Bon, mon conjoint a continué à travailler parce qu'il était en ingénierie et eux, ils ont continué à donner du support. Et la production a été arrêtée là pendant 6 mois. On n'a pu du tout livrer un avion. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, bon, eh ben, je vais utiliser ce temps-là de manière intelligente et je vais apprendre à me former sur l'investissement. Au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer ça et je me suis formée sur l'immobilier. Mais vraiment, tu sais, j'ai lu des livres gratuits, je suis allée à la bibliothèque, je me suis dit, j'avais le temps. J'ai pas forcément besoin de m'acheter une formation de 1 000 euros, mettons, et de tout faire en 2 semaines ou un mois, mettons. Donc, au fur et à mesure, j'ai participé à des webinaires et tout. Et j'ai acheté mon premier bien 1 an et demi après, de Montréal à Metz. Trop bien! Non, mais le hasard, je savais même pas en plus avant de t'interviewer. Ouais. C'est trop drôle. Mes parents sont de la région, donc ils m'ont pas mal aidé pour les visites et ils font un petit peu de travaux aussi de leur côté quand ils peuvent. Donc c'est pour ça que j'investis aussi dans la même région que toi. Et voilà, donc et à ce moment-là, en fait, voilà, moi j'aime toujours travailler, j'aime ce que je fais aujourd'hui. Mais à partir de ces 6 mois-là, je me suis dit, ok, super, bon, tick in the box, je sais comment ça fonctionne un avion. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant que j'adore l'île, enfin, je me suis spécialisée en investissement, en bourse, en immobilier. Bah, je me suis dit, en fait, il faut que je trouve un poste qui me permet de me perfectionner dans ça. La négociation, l'analyse d'entreprise, gestion de contrat et tout. Et donc, en fait, j'ai trouvé un poste au procurement, donc aux achats chez Airbus. Et donc, ça m'a permis tu sais, de venir combler des compétences pour mes investissements perso. Et je suis encore dans cette position aujourd'hui. Et puis, franchement, j'aime beaucoup ce que je fais. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'un jour pouvoir. Tu sais, moi, je veux pas forcément me dire allez, dans 3 ans, je veux quitter mon emploi. Je veux pouvoir me dire, OK, aujourd'hui, on a besoin de X net par mois. Est-ce que mes revenus complémentaires me permettent de combler tous ces X et pouvoir me dire aujourd'hui, ben, pour être tout à fait honnête, s'ils m'embêtent, bah, j'ai la possibilité de leur dire, bah, écoutez, c'est bon, là, je démissionne et puis je vis de mes revenus complémentaires, de mes investissements. C'est pouvoir avoir le choix. Trop bien. Trop, trop bien. Mais c'est trop intéressant parce que déjà, ton déclic, il est venu donc du Covid. Parce qu'en fait, Exact, ça a été fou là. mais c'est dingue parce que, en fait, je me rends compte que, tu sais, les gens, ils se bercent dans l'illusion de leur sécurité, tu vois. Tu sais, en fait, tu te berces dans, je sais pas, les médias, je sais pas quoi, les gens, ils disent qu'avoir un CDI, t'es tranquille. Et en fait, le nombre de personnes, moi, que j'ai, ah, je fais un burn-out, mon chef, il était horrible, finalement, il y a eu un remaniement dans ma boîte, je déteste mon job. Et en fait, je sais pas, les gens, ça leur tombe dessus, puis tu sais, ils sont étonnés, mais en réalité, sur une carrière, je pense que ce genre d'événement qui te fait te rendre compte que finalement, tu n'es pas si en sécurité que ça dans ton poste, parce qu'il peut y avoir un rebondissement qui se produit, bah, enfin voilà, moi, il faut prendre conscience de ça, que même si là, aujourd'hui, vous êtes bien, t'es pas à l'abri qu'il y a un truc qui fait que Exact. bah, t'es plus bien dans le lendemain, quoi. Exact. Donc, moi, j'ai envie de dire, mais merci Covid, merci le Covid. Ouais. Franchement, fou. Je suis persuadée que s'il n'y avait pas eu le Covid, ben, j'en serais toujours au même point. J'aurais pas investi un euro dans l'immobilier, 1 euro en bourse. Enfin, peut-être que. Non, je sais pas, mais ça a été un sacré déclic, ouais. Pour moi, ça a été une sacrée claque, je Ouais. pourrais même dire. Mais c'est pas mal aussi que tu aies pris 1 an et demi parce que je pense que j'imagine que si tu pars du mindset zéro en invest, Ouais. ça a dû mettre du temps à potasser, à comprendre les mécanismes, à comprendre la logique. Ouais, c'est ça. Mm. Et comment tu as fait alors pour investir depuis le Canada en tant qu'expat en France? Ouais. Alors en fait, j'ai mis 1 an et demi ou 2 ans, je me rappelle plus trop, à investir. Pourquoi? Parce que on a mis comme 6 ou 8 mois, je crois, à trouver un bien immobilier.
Parce que, tu sais, faut pas se le cacher, pendant le Covid, il s'est passé, même au Canada, on l'a vécu, il y a eu des surenchères, enfin, ça a été complètement débile parce que les taux étaient hyper bas. Et moi, j'arrive là, enfin, mon conjoint m'a pas mal suivi aussi. On arrive, tu sais, on est novice, on n'a jamais investi en immobilier. On m'a dit, enfin, tu sais, je me suis toujours dit, et puis je pense que tu vas le confirmer, le premier investissement, c'est vraiment le plus important. Et aujourd'hui, merci d'avoir attendu aussi longtemps parce que c'est celui qui me génère le plus de cash flow. Franchement, là, c'est fou. Et du coup, ça m'a motivé. Et je pense que c'est important parce que, ça aide pour les banques, pour les prochains. Ça aide pour plein de choses pour faire les prochains, mais surtout aussi dans la tête. Te dire, bah, celui-là, il génère énormément de cash, bah, allez, go for it, on continue, quoi. Et donc, on a mis, je pense, 6 ou 8 mois, je crois qu'on a fait, mais je sais plus moi, 50 ou 70 visites, un truc de fou, quoi. À Metz, à Nancy. Et donc, la manière dont ça s'est passé, c'est que nous, ici au Canada, on n'avait pas le droit de voyager. Ou si on revenait, on était 14 jours en quarantaine. Enfin, c'était compliqué. Tout était bloqué pendant le Covid. Donc, mes parents habitent dans le coin. Et j'ai demandé à mes parents, mon père était à la retraite déjà. Et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un projet immobilier et tout? Il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas, faire des visites et tout. Donc, c'est eux qui ont fait les visites pour moi. C'est eux qui ont géré les chantiers. C'est vraiment eux qui ont tout fait. Donc, en fait, c'est drôle parce que on a fait le premier, ça a demandé quand même pas mal d'investissement de leur part, d'une autre aussi, mais c'est pas pareil, tu sais, nous, moi, je gérais la compta, je faisais ce que je pouvais à distance. Eux géraient vraiment tout sur place. Et en fait, je me suis rendu compte que ma mère, après qu'on ait fini le premier, elle me dit, bon, bah, c'est quand le prochain, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression, tu vois, comme je te disais au début, qu'ils se servent un peu de nous pour faire ce qu'ils ont pas fait. Ouais. Moi, ma mère, elle m'a clairement dit, elle me fait, moi, franchement, j'ai toujours voulu faire ça parce qu'elle adore la déco intérieure. Tu sais, on fait du meublé, elle adore tout ce qui est déco intérieure, on fait les plans ensemble et tout. Moi, elle m'a clairement dit, elle me fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais c'est mon père qui a toujours été un petit peu genre, wow, wow, j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Donc lui, il exécute, tu vois. Et nous, on fait les plans et tout ça. Donc franchement, sans eux, j'y serais pas arrivée. Et donc voilà, c'est ça. Donc, et au fur et à mesure, ben, on achète. Bah, c'est sûr que c'est pas à la même échelle que si j'étais sur place, mais voilà, c'est pour ça que ça me permet aussi de me garder du temps pour faire d'autres choses et d'aller chercher d'autres sources de revenus. Donc, je continue comme je peux. On essaie d'en faire un tous les 6 mois. Oh, c'est déjà pas mal comme rythme. Ouais, c'est ça. Donc là, on a investi sur une colocation donc qui a un peu plus de travaux, donc ça va peut-être prendre 8 mois. Dès que tu sais, je les enchaîne pas, là, je finis, on met le locataire en place, puis on continue. Et après, ça me permet d'avoir un peu de temps pour aller chercher d'autres sources de revenus, donc d'investir sur les marchés financiers ou bah, développer Cashflow Attitude qui me permet aussi de faire une autre branche de revenus complémentaires. Parce que là, pour obtenir un prêt, parce que je sais que les gens qui nous écoutent vont se poser la question, comment tu as fait? Tu t'es associé avec tes parents? Est-ce que tu as réussi à emprunter en France? Comment vous êtes débrouillés? Alors, bah, comme je t'ai dit, j'avais déjà un bon bagage avec des assurances vie et des comptes plutôt bien pleins dans ma banque où je suis depuis que je suis née, où mes parents sont, mon frère sont, mes grands-parents sont. Et en fait, quand je suis arrivée avec le projet, donc bah, j'ai mis 0% d'apport. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissent, tout simplement. Et puis, c'était pas un projet qui était non plus à 1 million, là, faut Ouais. s'entendre. Mais tu vois, si pour les personnes qui veulent investir et qui, par exemple, vont chercher. À l'époque, j'avais fait une préautorisation pour un demi-million, tu vois. Et là, par contre, ils me demandaient quand même un nantissement sur mon assurance vie qui était de 100K jusqu'au retour en France. Parce que tu vois, ils n'ont pas la main sur mes salaires, ils le voient et tout. On a des comptes différents, mais ils n'ont pas la main, ils savent pas si demain, par exemple, bah, je perds mon emploi, etc., à la différence que si j'avais des rentrées qui rentraient chez eux directement. Donc voilà, donc en fait, il y a des multitudes de solutions, mais comme c'était un projet aux alentours de 200K, ben, ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, là, on y croit au projet. En plus, j'ai acheté vachement, on a acheté vraiment en dessous du prix du marché. Il n'y avait pas de risque. Et puis, franchement, je suis arrivée avec un dossier en béton. J'avais une présentation PowerPoint. Tous les documents étaient dans un dossier papier. Ils m'ont dit, on n'a jamais, jamais vu ça. Donc, je pense que ça a aidé. Genre, le fait d'être organisé. Et puis aussi, bah, qu'ils me connaissent. Sinon, pour les gens qui sont expats et qui veulent investir en France, moi, tu sais, j'ai aussi essayé là d'aller chercher, par exemple, d'autres banques qui ne me connaissaient pas. Là, c'était 15% d'apport minimum. C'était comme la règle, ou alors ils ne le font pas du tout. Donc, le mieux, si les expats, ils ont encore des comptes en France, d'aller emprunter auprès de leur banque qui les connaît. Sinon, s'il faut avec un courtier ou une autre banque, c'est minimum 15%. Ok, ok. Mais je vous conseille vraiment d'aller chercher des prêts sur des banques en France que sur des banques au Canada pour investir en France.
Ouais, ouais. Ok, donc je comprends mieux. Et donc au final, tu as dû te déplacer une fois en France quand même, genre pour la signature ou pour un prêt? Non, tu as tout fait en Pas du fait à tout. distance. C'était... Et les rendez-vous bancaires, c'est tes parents qui les faisaient pour toi? Non, en visio. Tu as tout fait en visio? Ah ouais, Et après, je donnais procuration à mon père pour le compromis et l'acte. nickel. Ouais. Ah, donc, non, mais c'est juste pour, tu sais, ça fait du bien, je pense, aux gens Gratuit en d'entendre ça, plus. quoi. Et gratuit, tu veux dire? Bah ouais, ouais, je vais pas payer mes parents. Bah ouais. Non, mais c'est trop bien. Ouais, non, mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Franchement, je le dis, sans eux, on n'y serait pas arrivé, quoi. Et ça m'a permis aussi de me dire et d'avoir le choix aujourd'hui de me dire, parce que voilà, je veux continuer à investir, de me dire: «OK, bah, est-ce on reste à Montréal», tu vois? Ou alors est-ce qu'on rentre en France pour développer notre patrimoine immobilier? Donc j'ai la possibilité d'avoir ce choix-là que, j'aurais pas eu si mes parents m'ont dit: «Ah non, non, non», donc là, je pense qu'on serait rentrés pour investir. Ok, parce que après, ce qui est intéressant, donc tu as fait ton premier investissement, tu t'es rendu compte que tu avais bien réussi ton coup. Tu as fait quoi? Tu as fait un appart, une coloc pour le premier? Le premier appart, location long terme en loueur meublé non professionnel. Ok, en studio ou en... C'était un T2. Bah, c'est toujours un T2, ouais, ouais. Ok. Et on a toujours fait là. Mais nous, on a tout refait. Par contre, ouais, on est quand même rentrés un mois pour faire des travaux et on n'a rien délégué du tout. Mes parents, en fait, ils sont super bons dans les travaux. Ils ont construit la maison de mon frère et tout. Ils ont dit: «Oh, on va pas payer je sais pas combien là pour, que ce soit mal fait en plus» Ouais, ouais. et donc ils ont tout fait et en 3 mois, c'était fini, quoi. Trop bien. Et après, les prochains invests, vous êtes resté dans ce mindset-là de faire tous les travaux ou est-ce que vous êtes dit, attends, ça va pas être possible si on fait tous les 6 mois un... Je leur ai laissé le choix en fait. J'ai dit bon, aujourd'hui ça passe avec X euros de travaux. Donc à chaque fois je comptabilise, tu vois, si jamais on fait des choses par des prestataires. Et là le dernier exemple, on a investi sur une colocation. J'avais budgétisé je crois 20 000 de travaux. Et mon père il a dit c'est bon, je vais les faire. Donc voilà, donc ils ont finalement pas du tout délégué, donc ils le font. Ils y vont quand voilà, moi je leur mets pas la pression, ils y vont quand ils veulent. Et au fur et à mesure ils s'améliorent. Donc ils sont vraiment devenus super bons. Après voilà, j'essaie d'acheter tout, tu sais, je fais les commandes sur Leroy Merlin, ils vont juste les chercher. On essaie vraiment de les déléguer au maximum. Tu vois, exemple, on a changé le sol. Bah, j'allais pas lui demander de faire du carrelage et de monter ça au troisième étage. J'ai acheté, tu vois, des plaques de PVC là, les Ouais, ouais. dalles PVC clips up. En d'une journée, c'était fini, tu vois. C'est vraiment essayer, quitte à mettre un peu plus cher, mais essayer de les déléguer au max. Trop bien. Et tes parents, ils t'ont demandé d'être associé, d'avoir des parts ou est-ce que t'es seul propriétaire? Bah, je suis propriétaire à 50% avec mon conjoint, mais non, non, du tout. Non, c'est trop bien ça. Parce que moi, c'est marrant aussi. Moi, je suis étonnée parce que des fois, j'ai des gens où les parents s'associent. Mais tu sais, j'ai envie de dire, mais enfin, tu sais, qui prennent des parts dans. Enfin, j'ai déjà entendu des histoires comme ça et qui prennent 50% ou 20% du bien. Mais tu sais, j'ai envie de dire, mais c'est tes enfants, quoi. Enfin, c'est intéressant, mais du coup, je trouve ça logique. Enfin, ce que font tes... Enfin, moi, ça me paraît logique. Ce que Ouais, mais c'est non. pas logique pour tout le monde, c'est ça Mais le c'est pas, truc. ouais, c'est ça, c'est pas logique C'est pour tout ça. le monde. Ouais. Moi, tu vois, c'est ça aussi, ce qu'on disait au début, tu vois, mes parents, voilà, ils donnent, ils savent que de toute façon, voilà, quoi. Et nous, on est là et que le jour où ils seront plus là, ben, c'est quand même important de nous donner un bagage. Mais il y en a qui sont pas du tout dans ce mindset-là, c'est triste. Ouais. Mais non, mais c'est trop bien parce qu'en réalité, en fait, c'est une ambiance, enfin, je sais pas, je parle comme ça, mais c'est une ambiance familiale, c'est de se dire, bah, en fait, on est là pour nos enfants, et en fait, tes enfants, ils ont reçu ça, donc ça te paraît logique de redonner ça, et du coup, ça donne Exact. une ambiance de génération en génération qui est, je pense, plus porteuse. Après, il y en a toujours qui disent, ah, mais tu verras, tes enfants, ils sont ingrats, tu leur donnes. Parce que tu sais que moi, je veux faire des donations et tout à nos enfants, et les notaires, ils nous dissuadent, hein. Je sais pas, ils sont traumatisés par des cas horribles et du coup, ah bah non, mais vous vous rendez pas compte, les enfants, ils peuvent mal tourner, vaut mieux que vous gardiez le contrôle sur vos biens, sur tout. Enfin, en fait, nous, c'est des notaires qui nous disent ça, tu vois, on doit. Tu te rends compte que bah t'es freiné à la donation, quoi. Enfin, je sais pas. C'est bizarre, hein. Après, bon, tu sais, nous, on a reçu ça. Moi, je donne aussi. Moi, tu vois, j'ai eu la chance de partir dès que j'étais majeure avec ça. Je vois pas pourquoi est-ce que je ferais pas ça pour mes enfants. Bah ouais, mais c'est ça. Quand t'as reçu ça, tu te dis c'est normal en fait, du coup, bah voilà. Ouais, c'est ça, tu sais, tu vas pas mourir avec ton argent, là. Bah ouais, trop bien. Et il n'y a jamais eu de moment de friction avec tes parents en mode oh là là, Mélanie, tu nous fatigues encore avec un invest, là on est fatigué, là après on fait une pause. Non, je sais pas. Si, c'était le premier, tu vois, où on voulait vraiment que ce soit loué le plus rapidement possible. On les a un peu. Et tu sais, on était là, genre, sur la moindre dépense, tu vois. On était genre, ah ouais, non, mais je veux pas ce carrelage-là, il coûte comme.
1 € de plus au mètre carré, prends pas ça, mais pourtant c'est quand même plus facile de le mettre. Donc au début, le premier investissement, c'était un peu chaud. Et après, bon, on s'est dit, bon, allez, on relativise, là, ils font quand même tout pour nous. Donc, et c'est ça, on a appris en fait un peu à travailler ensemble, quoi, j'ai envie de dire. Trop bien. Et tu sais, après, bon, voilà, je les écoute là. À la fin du deuxième, mon père il me dit ah, moi je vais faire une pause, maintenant c'est l'été, je vais aller faire du vélo. Bon, bah, ok, on reprendra en hiver alors, Ouais. tu vois. Donc, bon, là, on va finir celui-là. Ils disent c'est le dernier. Mais bon, on verra. Donc, du coup, c'est avec ton compagnon que vous investissez. Donc, vous avez trouvé le filon de l'investissement immobilier en France. Et l'investissement au Canada, vous y avez pensé? Vous avez fait des trucs ou pas du tout? Parce que je sais pas si tu sais, nous, on a de l'invest au Canada, donc c'est pour ça que c'est marrant. C'est vrai? Ouais, on est co-investisseur avec le meilleur ami de Cyril qui achète des immeubles à Sherbrooke et à Montréal. Et du coup, on a des pourcentages de cette société, tu vois. Ok. À Montréal, donc pourquoi on s'est fixé sur la France plutôt que Montréal? C'est parce que à l'époque, pendant le Covid, c'est en 2020, on n'était pas encore sûr de rester. Et je me suis dit, bon, ben, c'est un peu particulier d'investir ici puis de partir, surtout qu'en plus, l'impôt quand t'es pas non-résident, enfin quand t'es non-résident, excuse-moi, au Canada, c'est assassin. L'impôt sur la plus-value quand t'es non-résident au Canada, c'est vraiment malade, je crois. Je sais plus, c'est de l'ordre de 41 ou 37%, je sais plus. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu bête de développer un patrimoine ici alors qu'on n'était pas sûr de rester. Là, maintenant qu'on est à peu près sûr de rester au Canada versus ou les États-Unis ou moins Nord-Amérique, bah, en fait, je fais exactement la même chose que j'ai fait en 2020. Donc, c'est comme étape par étape. Allez, le financement, comment trouver un bien, etc., etc. Là, la semaine prochaine, je participe à un événement qui permet d'acheter des chalets locatifs. Donc, tu vois, c'est vraiment un événement pendant toute une semaine où tu as 2-3 heures de formation par jour et tu as un événement en présentiel samedi prochain. Donc, je commence tout doucement un peu à me renseigner sur, en sachant que ici, il y a eu un boom malade des prix avec le Covid. Genre, les immeubles ont pris des fois même 50% pendant le Covid. Et tu sais, je sais pas, c'est assez particulier parce qu'ici, tout est fait en bois. Et tu sais, acheter un immeuble ou un duplex à 1 million à Montréal en carton-pâte, bah, la barrière psychologique, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Donc, faire du long terme à Montréal, je pense que c'est plus du tout, du tout, du tout rentable, pour être tout à fait honnête. Faut aller un petit peu en région. Sherbrooke, que je connais pas, pour être tout à fait honnête, c'est un peu loin, mais et moi, je pense que vraiment, il y a une niche là de malade au Nord-Amérique, c'est le locatif courte durée. Parce que ça a été quand même bien fait, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. En français, tu peux acheter des biens et les louer en location court terme un peu partout, sauf si les villes les interdisent. Ici, en fait, ils ont, dans chacune des villes, chacune des municipalités, ils ont défini des zones. Donc, tu as des zones cadastrales qui sont spécifiques pour la location court terme. Donc, c'est bien géré. J'ai l'impression que c'est vraiment bien géré. Et en fait, tu demandes un certificat de location courte durée. Et une fois que tu as ce certificat-là, il est valable à vie. Donc, tu peux louer en courte durée tout le temps, quoi. Donc, tu peux pas le perdre. Et quand je vois le prix des nuitées pour un chalet, tu vois, genre 2-3 chambres avec juste un petit peu de nature ou à bord de l'eau, et c'est débile, quoi. Les rendements, ils sont malades. Genre à 40 ou 50% de taux d'occupation, ben, c'est quasiment une opération nulle. Donc tu peux même en profiter, toi. Tu vois, genre sur les autres, sur dans les semaines où où le logement il est vacant. Donc je pense qu'il y a vraiment une niche. Le système de financement, par contre, il est assez particulier ici. Les taux sont quand même vraiment beaucoup plus hauts qu'en France. Tu sais, tu peux compter 2 fois plus qu'en France. Ça, c'est à prendre en compte. C'est pas des taux fixes. Donc tu peux le fixer sur 5 ans, maximum. Donc c'est difficile de se dire, ok, ben, je regarde mon investissement pendant le Covid, les taux étaient aux alentours de 2%, mettons. Donc j'étais rentable, et là, boum, ils sont à 7%. Donc c'est très compliqué, mais bon, je me renseigne de plus en plus. Mais par contre, il y a un truc qui est vraiment puissant ici, c'est ce qu'on appelle le système de refinancement. Je sais pas si tu connais. Bah si, si, ça c'est ce qu'utilise notre associé à Montréal. C'est un truc de malade, ce truc. Et voilà, donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas en Europe, mais ça permet de refinancer. Donc, tu achètes ton immeuble à 500 000 $. Demain, il en vaut, je dis demain, mais bref, il en vaut 1 million. Et en fait, tu peux refinancer la différence à hauteur de 80%. Et en fait, ça veut dire que tu vas à ta banque, tu dis, bon, bah, je veux refinancer cet immeuble-là. Bah, tu ressors avec 80% de 500 000 en cash. Donc là, ça te permet de mettre un apport dans un autre. Donc, je pense que grossir son patrimoine au Nord-Amérique, ça prend plus de risques au départ parce que ça prend de l'apport au départ. Mais par contre, une fois que tu as lancé le truc et que tu as mis les doigts dedans, j'ai envie de dire, tu refinances, tu refinances, tu refinances, en attendant, bien sûr, ça peut être hyper intéressant.
Voilà, donc je suis en train de regarder ça. Donc à voir, affaire à suivre. Ah, ça me fait penser qu'il faut que j'interviewe. Il y a un investisseur montréalais là, que Cyril a rencontré en vrai à Montréal, Denis Gallico. Il faut absolument que je l'interviewe sur le podcast. Il a un patrimoine de malade à Montréal. C'est un Français, ouais. Ouais, il faut que je l'interviewe, lui. Alors, ça me fait penser. Voilà, bref. Mais lui, je pense qu'il a utilisé le système du refinancement. Il a fait boule de neige et là, il a fait un truc de malade, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc bon, il faut apprendre avec des pincettes, c'est parce que je pense que le premier, pareil, c'est le premier, c'est le plus important. Je préfère Ouais. prendre mon temps, être sûr de là où est-ce qu'on va aller, et après, let's go, quoi, on verra bien. Ça, je trouve que c'est un truc super important pour les gens, c'est que, en fait, moi, c'est une erreur que je vois beaucoup, beaucoup, parce que bah, je papote beaucoup avec mon audience, etc. Mhm. Et c'est, ah bah, mon premier invest, je le fais tout seul, et puis comme ça me rassure, et puis le deuxième, je me ferai accompagner, je ferai un truc plus ambitieux, etc. Mais du coup, bah, il se plombe en capacité d'endettement avec un truc autofinancé, légèrement cash flow négatif. Donc déjà, ta capacité d'endettement, elle en prend un coup, ton mental, c'est pas ouf, quoi. Et en plus de ça, t'es pas hyper bien formé parce que bah, du coup, t'as fait un truc médiocre, donc en fait, tu recommences ton deuxième, mais pareil, quoi, parce que Ouais, t'es pas c'est devenu ça. bon, quoi. Donc je trouve qu'il faut Ouais, être exigeant sur son premier pour que ça ouvre les portes pour la suite, quoi. Enfin, moi, je suis trop d'accord avec ce que tu dis. J'essaye de le dire à chaque fois à l'audience, mais tout le monde ne le comprend pas. ouais. Donc bon, après, voilà. On verra, je me forme. Il faut faire attention, j'ai l'impression, tu sais, même pour les formations, c'est un peu pareil qu'en France, t'as tout, quoi. Donc c'est hyper important de... En fait, je recommence vraiment les steps que j'ai fait en 2020, mais je voudrais aller un peu plus vite maintenant parce que comme je travaille, puis il y a le petit et tout, donc là, j'essaie quand même de me faire un peu aider. Donc, tu vois, je participe à des événements, je vais choper un peu de réseautage. Et on verra bien si c'est concluant ou pas, quoi. Donc ton plan, c'est quand même tenter un invest au Canada, là, Ouais, ou aux États-Unis. ou aux États-Unis. Ok, Ouais, trop donc bien. je regarde là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est, entre guillemets, pendant que là, vous faites une petite pause. Donc là, tu as un appart en cours, c'est ça, en France. Ouais, c'est ça, il est quasiment fini là, il va bientôt être loué. Et donc là, tu fais une pause d'invest en France et tu vas pas réenchaîner tout de suite. On verra. En fait, au Canada, quand tu as un bébé, tu as la possibilité d'avoir 1 an de congé payé, donc séparable en deux avec ton conjoint. Et donc, on a pris 3 mois à la naissance du petit, et là, on a encore 3 mois à prendre, et on rentre en France là, du mois de mai au mois de août. Donc, on va voir là, si jamais je trouve de quoi, on continue en France quand même, quoi, tu sais. Ok. Mais en revenant, on essaiera de voir pour ici, quoi. Ok, trop bien. Maintenant, j'avais envie d'aborder un peu un autre sujet, c'est que je sais que tu es quelqu'un qui est assez diversifié en investissement et tu t'es beaucoup renseigné tout de suite aussi sur d'autres modèles d'investissement. Donc, bourse, je sais même pas du tout, hein. En vrai, je sais même pas ce que tu as fait, hein. Donc, j'ai compris que Ouais, tu as ouais. fait de la bourse. Je sais pas si tu as fait de la crypto, est-ce que tu as fait du business en ligne, du coup, avec Cashflow Attitude. Comment déjà, la première question que j'ai, c'est comment t'es venue cette idée de multiplier les stratégies? Est-ce que ça t'est venu l'une après l'autre ou tu t'es tout de suite dit j'attaque un peu tout en même temps? En fait, c'est venu au fur et à mesure parce que, tu sais, je me suis renseignée sur l'immobilier, j'ai investi sur l'immobilier, on génère du cash flow. Donc ça ramène du revenu. Tu sais, quand tu investis sur un investissement, t'es bien au courant, t'es pas à 100% dessus, là. Genre, tu sais, les travaux sont en cours, t'attends de signer le compromis, ça prend du temps avec les notaires et tout. Et priorité 1, c'était l'immobilier. Après, je me suis dit, j'ai un peu de temps pour aller chercher autre chose. Donc là, c'était vraiment focus revenu complémentaire. Donc, je me suis dit, bon, quels sont les différents types de revenus complémentaires slash passifs que je peux avoir? Et en fait, moi, j'investis pas du tout dans la crypto parce que je considère que la crypto, ne serait-ce que la barrière mentale de dire, t'as investi dans l'immobilier physique, c'est physique. Tu sais, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et la crypto, j'y arrive pas, quoi. Pour moi, c'est pas, tu sais, c'est pas comme une entreprise type Johnson Johnson, où tu vois, c'est comme, t'as de la valeur, quoi. C'est vraiment une entreprise qui est là depuis des années. Donc moi, j'investis pas du tout dans la crypto. Donc la manière dont je me suis focusée, c'est, OK, je veux générer des revenus complémentaires, je vais aller chercher des dividendes. Donc, je me suis formée sur ça. J'ai appris à analyser avec 20 indicateurs, exemple, une entreprise pour voir s'il y a des bonnes santé financières, le dividende, il est bon, et aussi faire en sorte de ne pas acheter l'entreprise trop cher pour que je puisse avoir une plus-value latente sur le long terme. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, on investit, tu sais, je suis transparente, 3 500 $ US par mois sur des actions à dividendes. Donc, au fur et à mesure, on augmente nos dividendes. Et là, on est à 300 $ brut tous les mois, c'est si c'est lissé sur l'année, qui vient en plus. Et donc ça permet de les réinvestir, etc. Donc je suis focus sur actions à dividendes pour aller chercher des revenus complémentaires. Mais encore une fois, je ne vais pas acheter une action à dividende qui a un rendement de 8% si l'action elle est pourrie là.
ou alors si le secteur, j'y crois pas du tout. Je pense par exemple au secteur de la cigarette, tu vois, il y a des entreprises qui sont hyper bien pour verser des dividendes, mais c'est quelque chose, ouais, c'est la barrière mentale, là, je peux pas investir dans une industrie comme celle-là, quoi. Et donc, c'est vraiment pouvoir analyser tout ça et ben, placer des ordres et aller chercher de plus en plus de dividendes sur les entreprises auxquelles je crois et en plus les acheter dans le creux de la vague. Exemple, il y a des entreprises typiquement qui ont des scandales en ce moment, bah, c'est juste passager, elles ont perdu genre 30% en bourse. Bah, j'essaie de les acheter à ce moment-là. Tu vois, j'en ai acheté une, il y avait eu un scandale à l'époque, aujourd'hui j'ai 70% de plus-value dessus. Donc elle me rapporte 5% de dividendes et en plus j'ai une plus-value dessus. Est-ce que je vais la vendre? Non, c'est pas l'objectif, je vais la garder sur 20-30 ans, puis on verra. Mais au fur et à mesure, elle va quand même me générer des revenus tous les trimestres là. Et tu sais, je le lisse au mois. Trop bien. Donc en fait, mais c'est intéressant parce que bon, nous, je t'avoue que bourse, on est au point zéro. Tu vois, on garde beaucoup nos liquidités pour nos projets IMO et en fait, les projets IMO, je trouve qu'il y a besoin de liquidités pour à la fois convaincre les banquiers et pour pouvoir mettre au bout si jamais il y a des dépassements, des imprévus, etc. Donc on a toujours été un peu prudent. Bon, après, on a injecté aussi des liquidités au Canada pour avoir de l'IMO au Canada qui Ouais, est concret. On a un peu de crypto, nous. Mais bon, on les a investis en mode. En fait, c'est juste. Tu sais, c'est la. Moi, c'était plus. Moi, j'ai fait des raisonnements inversés. Je sais pas si tu vois, c'est quoi le raisonnement inversé? C'est si jamais je m'en voudrais de pas l'avoir fait. En fait, je fais le scénario inverse. C'est-à-dire, imagine les cryptos, elles explosent, mais je serais trop vénère contre mon moi du passé de pas l'avoir fait. Donc, en fait, c'est plus pour. ouais. J'achète, en fait, ma tranquillité d'esprit que au moins, j'aurais fait quelque chose. Et j'aurais pas le regret de pas l'avoir fait. Moi, j'achète mon non-regret, tu vois. Ouais, je comprends. Mais en même temps, bon, voilà. Et à chaque fois, on s'est dit, on investit des sommes qu'on est prêt à perdre et que c'est pas dramatique. Si on les perd, tu vois, on compte pas dessus, tu vois. On est en plus en mode, on verra bien dans 5 ou 10 ans ce que ça vaudra, tu vois. Pas d'urgence, quoi. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Mais après, c'est bien, je pense, de diversifier, tu vois. C'est très bien de diversifier. Après, franchement, moi, que le Bitcoin il soit à 1000 et. Enfin, je regarde pas. Ouais, ouais, non, mais nous, mais en fait, mais je sais pas, alors c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que tu investis quand même de façon assez sereine en bourse, c'est-à-dire que t'es pas en mode je regarde les cours des actions tous les jours ou comment Ah ça se non, non, passe du pour toi? tout. Pas du tout, pas du tout. En fait, j'ai mis un process en place. Bon, voilà, j'ai mis 3 ans à le faire, hein, ce process-là. Le premier de chaque mois, je fais ce qu'on appelle des screeners. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais aller chercher les nouvelles actions que j'ai jamais analysées. Donc, si, admettons, il y en a qui sont passées tu sais, sous un certain seuil avec différents types d'indicateurs que je set up, et ben, je sors les différentes entreprises que j'ai déjà analysées et certes qui sont nouvelles. Après, j'ai 20 indicateurs que je regarde, donc il y en a à peu près, je dirais, une dizaine qui permettent de valider la santé financière de l'entreprise. Parce que je ne vais pas acheter d'entreprise qui ne génère pas de cash et qui crée de la dette. Elle a beau verser un dividende, à un moment donné, bah, ça va craquer le dividende, il va juste arrêter d'être versé. J'ai 5 indicateurs pour valider justement la santé du dividende, si celle-ci elle a été versée les 30-50 dernières années, puis si éventuellement, en vue des performances et en vue des indicateurs, elle va continuer à le verser, et en plus, elle va continuer à l'augmenter au fur et à mesure des années. Et j'ai à peu près 5 indicateurs pour m'assurer que si je l'achète maintenant, ben, je ne vais pas me mordre les doigts, quoi. Donc en fait, elle n'est pas surévaluée par rapport à ce qu'elle devrait être. Il y a différents types d'indicateurs. Encore là, c'est pas noir ou blanc, il n'y a pas tout qui est vert, il n'y a pas Ouais. tout qui est rouge. Donc après, c'est vraiment un système de décision. Et puis c'est aussi en ce que tu crois. Tu vois, il y a des industries dans lesquelles je crois plus que d'autres, des entreprises dans lesquelles je crois plus que d'autres. Et après, voilà, tant pis, s'il y a une plus-value, s'il y a une moins-value maintenant, j'ai des entreprises où j'ai investi, ça continue à descendre. Je me dis, c'est pas grave, je les ai achetées à 6 mois, qu'est-ce qu'elles seront dans 20 ans, mais c'est pas grave. Si derrière le dividende il est maintenu et qu'elle a assez de cash pour payer ses investisseurs, certes, elle va peut-être moins être performant qu'une entreprise type Apple, une entreprise de croissance, mais elle va quand même me générer des revenus qui, moi, m'intéressent tous les mois ou tous les trimestres. Mais dans 20 ans, j'ose espérer qu'elle aura après un minimum pris l'inflation, mais entre-temps, elle m'aura versé quand même pendant 20 ans. Donc ouais, je suis assez sereine. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais trop bien, trop, trop bien. Et du coup, toi, t'achètes plutôt des actions américaines, européennes enfin, tu t'es spécialisé un peu dans un secteur? Enfin, comment t'as fait? J'achète que des actions américaines et j'ai quelques actions françaises, mais vraiment pas beaucoup parce que je considère que la stratégie que j'utilise, elle est quand même beaucoup, pas mieux vue, mais elle est meilleure aux États-Unis. Tu sais, ils ont quand même plus la culture de l'actionnaire et plus la culture de verser des dividendes aux États-Unis versus l'Europe, là. Ok, ok. Et donc, t'as fait IMO, bourse.
Et ensuite, tu as fait d'autres choses ou tu t'es arrêté donc en termes d'invest déjà? Et puis après, on va parler du business en ligne que tu développes. Ouais, alors après, tu sais, tu parlais de liquidité, c'est important de garder des liquidités pour l'immobilier, mais en fait, nous, ce qu'on investit ici au Canada slash États-Unis, c'est du plus qu'on a. Tu sais, on arrive à économiser entre 50 et 55% de notre salaire. C'est ça qu'on investit. Donc moi, je touche pas du tout à mes liquidités en Europe, là. Donc, je les garde pour pouvoir continuer à investir en immobilier en France si jamais. Mais je fais également des portefeuilles long terme. Donc, on a un portefeuille d'ETF sur lequel on met. Et puis, il y a mon fils qui a un portefeuille d'ETF, c'est 5-6 ETF. Et là, je cherche pas à comprendre. Là, je fais du DCA. Tous les premiers du mois, j'investis le même montant pour avoir. Après, j'équilibre tous les 6 mois. Donc, ça, c'est vraiment un portefeuille long terme pour aller chercher des rendements. J'ai des ETF qui distribuent pas, qui capitalisent. Puis ça roule vraiment on the side, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est bourse. Ensuite, j'ai essayé d'autres trucs. Le crowdfunding immobilier. Là, je vais investir un petit peu sur le crowdfunding immobilier. Donc là, j'ai comme 10-12% de rendement sur ça. Pareil, j'ai investi, j'ai analysé avant d'investir. Tu sais, c'est des projets de 3 à 5 ans. Et je regarde plus maintenant. Ils me versent tous les mois. Et puis, tu sais, j'ai quand même fait mes devoirs en avance de phase. Et ils respectent leur engagement. Donc ça, j'ai fait aussi. J'ai fait d'autres. J'ai essayé les SCPI, mais je trouve que les rendements sont moins bons que l'immobilier physique. Je préfère faire du physique. Non, voilà, on a fait pas mal le tour, je pense. C'est intéressant, il y a un petit point là que tu as dit que j'ai envie de creuser avec toi, c'est tu m'as dit j'arrive à économiser entre 50 et 55% de nos revenus. Ouais, C'est important d'en parler à l'audience, je trouve, c'est que, je sais pas, hein, tu me dis ce que tu en penses, je vais te donner mon point de vue, vas-y, vas-y. c'est qu'on ne peut pas être ambitieux en investissement s'il n'y a pas un moment donné où on se serre entre guillemets la ceinture et on accepte de se restreindre par rapport à ce qu'on pourrait consommer et on se dit bah, je vais consommer moins que ce que je pourrais théoriquement consommer. Et c'est super dur pour des gens de faire ça, en fait. Tu vois, comment tu le vis de mettre autant d'argent de côté? Est-ce que tu es frustré de temps en temps en disant oh, vas-y, on peut pas se faire plaisir un peu plus? Ou est-ce que vous êtes en mode stick to the plan et voilà. Alors, franchement, tu sais, on arrive à économiser 50-55% de nos revenus, mais j'ai pas envie de dire qu'on se prive. C'est si à un moment donné, franchement, on voyage beaucoup et tout. Si jamais, nous, on a défini 3 500 $ qu'on investit tous les mois, mais derrière ça, on a encore des fonds propres derrière, tu sais, où on a des comptes épargne. Donc, si on veut aller chercher une liquidité, là, exemple, à Noël, on va partir en Floride, ça va nous coûter peut-être 7 ou 8 000 $, mais je vais pas me priver, là, je sais qu'on a les fonds pour. En fait, on voyage, alors c'est sûr qu'on va pas au restaurant tous les jours, on fait les choses un peu différemment, tu vois, si on veut avoir à aller manger des sushis, exemple, plutôt que d'aller manger des sushis au restaurant et payer le type et tout ça, là, comme tu rajoutes 30% à la facture au Canada, ben, on va aller les chercher à pied, puis on va les manger à la maison. Tu vois, c'est comme vivre un peu différemment. C'est pas se priver, mais pas être, comme on dit ici, free for all, quoi. Genre, allez, tu vois. Donc, et tu sais, pendant le Covid, on a vécu, on n'a pas eu de resto, on n'a pas sorti, et puis on n'était pas plus mal, là. Donc, on a appris à vivre différemment. Voilà. Après, voilà, moi, je suis arrivée en 2018. Aujourd'hui, je suis pas propriétaire au Canada. J'ai un loyer à Montréal dans un super quartier qui coûte pas très cher. Ça me permet aussi, si j'étais arrivée maintenant, j'économiserais moins. J'ai toujours eu des belles augmentations de salaire. Tu sais, on a aussi des primes et tout qui nous permet d'aller. Mais voilà, quand je te dis en moyenne entre allez, 50% d'économie, certes, on se prive, mais on ne serre pas non plus grave la ceinture, quoi. Enfin, Ouais, je sais ouais. pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi, je comprends complètement. C'est qu'en gros, tu sais que tu n'as pas besoin d'être bling-bling pour être heureuse et qu'en fait, ça te va Exact. de vivre une vie normale, tranquille. Tu te sens pas privé parce que pour toi, c'est pas indispensable d'avoir des trucs de marque, de faire des trucs de dingue. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais. Et puis, tu sais, après, tu fais un choix. Qu'est-ce que tu préfères? Voyager? Ok, bon, bah, allez, on met ce qu'on économise dans la bucket voyage. Moi, je fais du télétravail 90% du temps. Pour être honnête avec toi, je suis en jogging 90% du temps. Donc, j'ai pas besoin d'aller m'acheter des nouvelles fringues. Je pense qu'on n'a pas fait le shopping depuis avant le Covid, en fait. Donc, ça c'est comme dit, ça a permis d'économiser. Donc, le carburant, la voiture, tout ça aussi, on économise. Donc la bouffe, après, on préfère ne pas aller manger au restaurant, mais acheter des produits de qualité et pouvoir se faire des trucs cool à la maison. Donc c'est vivre différemment et après choisir ta bataille, quoi. Pourquoi t'économises? C'est quoi ton plus important? Si t'aimes sortir avec les copains, bon bah bucket un c'est sortir avec les copains, 2 le voyage, mais tu peux pas faire tout en même temps, tu vois. Ouais, faut choisir. Ok, donc vous, c'est le voyage votre numéro un, et après le reste, vous vous Exact. restreignez.
sans avoir l'impression de vous restreindre, quoi, en ayant fait ce Exact, choix. voilà, c'est faire différemment les choses. Ok, non mais hyper clair. Mais c'est important pour les gens d'entendre tout ça, je pense. Ouais, surtout que la culture, elle est folle, là. Enfin, Ouais, quand je vois ici, c'est débile. Les gens, ouais. en fait, ils vivent à crédit, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et ouais, enfin, j'imagine que la culture, je sais pas, de tes collègues ou des gens que tu côtoies, ça doit pas du tout être ça, non? Enfin, Exact. tu dois être un ovni à côté de tes collègues. Ah ouais, bon, après, on est beaucoup de Français. Les Français ont quand même pas mal cette culture de l'épargne, je trouve. On est quand même plutôt, franchement, on est plutôt pas mauvais là-dessus. Mais ici, enfin, c'est débile. Les gens, ils ont 40 cartes de crédit, il faut qu'ils les remboursent tous les mois. Ils ont acheté la télé à crédit, ils ont acheté la voiture à crédit, ils refinancent leur maison pour acheter un bateau. Donc, mais bon, en tout cas, nous, les Français, franchement, on est plutôt pas mauvais, je trouve. Trop bien. Et donc, ce que tu as fait après, c'est que tu as créé un compte Instagram, c'est ça? C'est ça ton cœur de business en ligne? C'est Cashflow Attitude? Ouais, comme je te disais, tu sais, au tout début, bah, j'ai mon compagnon qui a vachement travaillé sur le dropshipping, puis j'ai un très bon ami qui vit de ça aujourd'hui. Et donc, bah, on a essayé de faire des shops en ligne et tout. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, allez, on arrête un petit peu. Lui, il a performé, il a continué. Et donc, tout ce qui était SEO, vente en ligne et tout ça, ben, j'ai appris avec eux. Et je me suis dit, ben, je vois plein de gens là qui font des comptes Instagram ou qui ont des blogs sur l'investissement. Et en fait, tout ce que j'apprends, en fait, tu sais, je lis des livres et tout ça. Pourquoi est-ce que je les mettrais pas par écrit? Un, ça me permet de savoir si j'ai bien compris. Et deux, bah, ça peut apporter de la valeur à des gens qui investissent également. Donc en fait, j'ai créé un blog. C'était ça le départ. C'est cachoattitude.com. Donc j'ai créé un blog où j'écris des articles de blog. Et après, je me suis dit, voilà, je vais créer un compte Instagram, on verra bien ce que ça donne. Et au fur et à mesure, bah, c'était un peu difficile au début, puis je postais et tout, puis maintenant j'ai vraiment trouvé mon identité visuelle, et voilà, donc l'objectif maintenant, donc je vends des formations sur les dividendes par exemple, où j'explique comment j'analyse mes entreprises, etc. Et j'ai d'autres idées également de formation. Euh, donc ouais, ça me rapporte pas énormément là aujourd'hui, mais je pense avoir créé la base qui permettra d'aller générer un peu de revenus avec ça. Et tu sais, au-delà de ça, je vendrai jamais quelque chose dans lequel je crois pas. C'est important aussi, je fais aussi pas mal de partenariats, je reçois pas mal de partenariats qui me demandent de vendre des plateformes et des trucs comme ça. Il y en a certaines. Voilà, quand c'est sur la crypto, bah j'y vais pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et je vais pas vendre quelque chose sur lequel moi j'investis pas. Mais sinon, voilà, je pense qu'il y a la possibilité, au-delà de ça, d'aider les gens en fait à se rendre compte, comme moi je me suis rendu compte pendant le Covid, et d'aller chercher des revenus complémentaires un peu différemment de leur salaire parce qu'ils peuvent se retrouver dans la même situation que moi. Trop bien. En plus, ils sont super jolis, tes posts. J'ai regardé sur ton compte Insta. C'est top. Allez-y. C'est super. Ok. Donc, tu vends à la fois ton produit de formation dividende et en même temps, tu fais aussi de l'affiliation, c'est ça, avec d'autres personnes de temps en temps? Ok. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, ok. Et ça va, tu arrives à gérer entre ton travail, ton bébé, tes autres invests, le fait de gérer un compte Instagram en plus, tu fais tout toute seule, j'imagine? Ouais, pour le moment, je fais tout toute seule. Et là, tu sais, je commence à me rendre compte que j'ai du mal, donc je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je délègue un petit peu? Mais en fait, bah, je pense que t'as dû vivre ça aussi quand t'as des enfants, en fait. Mettons, ils se couchent vers 7h30, 8h le soir, on a déjà dîné, bah, plutôt que de regarder la télé, ben, je vais me mettre à travailler. Ouais. Donc, ouais, ouais, t'as pas le choix, en fait, tu dois faire des concessions. C'est super dur des fois, mais bon, c'est comme ça. Et après, tu priorises. C'est quoi l'action la plus importante que je dois faire aujourd'hui qui me ramènera le plus vite de mon objectif? Ouais. Et après, la prochaine étape, je pense, c'est toutes les actions un peu, pas bateau, mais complexes, genre montage vidéo, écriture d'articles et tout ça, qui me prennent quand même du temps, ou écriture d'email, peut-être essayer de les déléguer parce que je pense que ça me permettrait de travailler sur des choses qui me permettraient de grandir un peu plus. Et bon, voilà, je suis dans cette phase-là où maintenant j'ai mis les bases et maintenant il faut que je sache, il faut que je définisse c'est quoi le next step. C'est génial. En fait, moi, enfin, je raconte un truc, mais c'est intéressant pour les gens. Le frère de Cyril, par exemple, il court pas des marathons, mais tu sais, des ultra trails, des machins de dingue et tout. Et puis à chaque fois, on lui dit, mais crée ton compte Instagram. Et puis oui, mais non, mais de toute façon, ça marche pas ces trucs-là. Mais je dis, mais crée-le. De toute façon, tu verras bien. Tu postes, de toute façon, tu nous envoies tout le temps tes photos, tes vidéos de nous. On s'en fout, tu vois, de ce que tu as Ouais, ouais, couru, c'est tu clair. vois. Mais partage-le à des gens qui sont passionnés de trail, tu vois. Tu créeras ton compte. Parce qu'en fait, moi, ce dont je suis persuadée, c'est que c'est un actif. Tu vois, un compte Instagram, c'est un actif. C'est un vrai actif. Tu vois, faut pas Mhm. voir ça comme. Et pareil, moi, mon podcast, je le vois comme un actif.
C'est-à-dire, j'investis dedans. Et peut-être que quelqu'un est passionné de je ne sais pas quoi, de couture, de j'en sais rien, et t'es à fond, ça te prend du temps. De toute façon, tu prends déjà les photos pour les partager à tes copains. Bah, autant créer ton compte Instagram comme ça, dans 1 ou 2 ans, le jour où tu auras envie de te créer des revenus et que tu auras déjà tes 5000 abonnés, bah, tu seras bien content plutôt que de démarrer de zéro parce que tu n'auras aucun actif en place. Donc, autant. Enfin, moi, je pense que tout le monde devrait avoir un compte Instagram. Maintenant, Ouais, non, je suis d'accord. c'est marrant. Il y a 2 ans, j'avais pas de compte Insta. Hein, donc, je dis ça. Mais ouais, mais grave, je suis tellement d'accord. C'est pour ça que je me suis dit, bon, bah allez, je me le crée, on verra bien, quoi. Ben ouais. Et là, en fait, j'ai les bases, j'ai une audience qui est quand même plutôt cool, intéressée et tout. Et je me dis, bah maintenant. Bah, en fait, tu sais, je suis d'accord avec toi, ça prend un compte Instagram et ça prend une newsletter. Ouais. Des gens dans ta newsletter. Tu as ces deux choses-là, bah, si demain tu veux lancer un produit, bah, si tu as ces bases-là, ça peut être vraiment puissant, je pense. Bon, bah, trop, trop bien. Bah, merci beaucoup, Mélanie. Franchement, c'était top. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou quelque chose dont on n'a pas parlé dans l'épisode. Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ah, et j'avais un tout petit truc encore que je voulais rajouter par rapport à ce que tu m'as dit, c'était le fait que quand on a des enfants, en fait, une fois qu'on a couché son enfant, on rebosse. Parce que moi, c'est pareil. Tous les soirs, je travaille. En fait, je me vois pas. Mais en fait, je ne me vois même plus regarder Netflix toute une soirée. Et en réalité, j'ai pas envie que les gens pensent qu'on est à plaindre. Parce qu'en réalité, je suis beaucoup plus heureuse de travailler sur mes projets que de regarder une série Netflix. Tu vois, en fait, quand tu regardes une série Netflix, tu vis la vie de quelqu'un d'autre par procuration. Et en fait, à la fin de ta série, en fait, tu te rends compte, tu vas te coucher, en fait, tu n'as rien fait, tu n'avances pas. Et en fait, il n'y a rien qui rend plus heureux, je trouve, que d'avancer sur ces petits projets. Et en fait, c'est Ouais, je suis toi-même ta d'accord. propre série, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, tu sais, moi, je vais être tout à fait honnête. Ça me prend quand même un petit 15-20 minutes avant d'aller me coucher, quand même, pour me vider l'esprit, là. Ouais, Voilà. Et c'est comme, tu sais, je vais travailler de 20h30 à 21h30, 22h. Si je me couche à 22h30, il faut que j'arrête quand même une demi-heure, sinon je dors pas. Tu sais, t'es là, t'es sur tes projets et tout, puis t'es là avec tes actions, machin, à un moment tu te dis, ok, stop, j'arrête. Et je me mets sur autre chose. Donc j'avoue, je chill un peu. ouais, d'avoir le moment de détente. Il y en a plein, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est quand même important. Tu sais, on travaille sur nos projets, on avance, mais moi, je vais être honnête avec toi, je fais pas non plus que ça quand le petit est couché. J'essaye quand même de pouvoir, parce que on a eu une grosse journée de travail, deuxième journée avec le petit, Ouais. et après, quand il est couché, je travaille un petit peu, mais ne serait-ce que juste de travailler un petit peu, t'avances, ça fait du bien, quand même. Mais ça me prend quand même un petit peu pour chiller avant d'aller me coucher, quand même. Bah ouais, non, mais t'as bien raison. T'as bien raison. Moi, j'aimerais bien me mettre à lire et tout pour arrêter les écrans, parce que moi, j'y suis trop sur les écrans, du coup, mais bon. Voilà. Ok. Bah, trop bien, Mélanie. Merci beaucoup, beaucoup, en tout cas, pour. Bah ouais, ça m'a fait plaisir. Bah, merci beaucoup, puis à une prochaine. Salut, Mélanie. Merci, bye bye.